Tout d'abord, bienvenue à tous pour ce webinaire. Donc, au nom de toute l'équipe d'organisation, je vous souhaite donc la bienvenue pour ce webinaire donc, qui sera constitué de deux sessions, une ce matin et une cet après-midi. La première ce matin sera plutôt à l'attention des gestionnaires et visera donc à présenter l'intérêt de restaurer les tourbières et quel peut être l'impact sur le cycle du carbone. Et puis, nous nous retrouverons cet après-midi donc à 14 heures pour une deuxième partie, j'allais dire un petit peu plus destinée vers les agriculteurs, avec des discussions sur les tourbières en zone agricole et sur peut-on réconcilier donc les intérêts environnementaux et économiques. Alors pour ce matin, donc, nous allons avoir plusieurs présentations. Tout d'abord, nous aurons une introduction de la part de Sébastien Gogo et de moi-même sur un rappel donc, des enjeux liés au cycle du carbone et principalement donc, aux questions de stock de carbone dans les tourbières. Et nous vous présenterons notamment donc, le programme Interreg Nord-Ouest Europe CARPIT, dans lequel donc, nous travaillons avec Sébastien. Donc on vous présentera les objectifs, les premiers résultats, et puis je vous parlerai également des modèles et des indicateurs permettant de suivre les flux de gaz à effet de serre. Puis nous aurons donc deux retours d'expérience de la part de gestionnaires de tourbières pour qui nous montreront un petit peu comment ils prennent en compte ces questions de stock et de flux de carbone, avec donc un exemple sur les tourbières vosgiennes. Normalement, c'était Thibaut Ingré qui devait nous présenter cet exposé, sauf que bon, il a eu un petit empêchement, et donc c'est Grégory Bernard qui nous fera la présentation. Et puis, par la suite, c'est Jérôme Porteret qui nous parlera donc de la restauration sur la tourbière de Chautagne. Et puis, nous finirons donc ce cycle de présentation par une présentation des actions et des projets donc, à l'échelle nationale, avec donc Grégory Bernard qui reprendra la parole pour nous parler donc de l'état des connaissances sur ces stocks de carbone dans les tourbières françaises métropolitaines. Et puis nous finirons avec la présentation donc, de Lise Pinault sur la contribution des tourbières françaises à l'objectif de neutralité carbone en 2050. Ça suivra donc après une phase de discussion qui durera environ une demi-heure où chacun pourra donc présenter un petit peu j'allais dire, on engagera les discussions entre les participants et donc vous aurez la possibilité de poser des questions. Peut-être juste un mot donc, sur le fonctionnement du webinaire. Donc, on est assez nombreux. Hein. Pour le moment, on est une soixantaine de personnes. Donc, ce que je vous propose, c'est que donc, les orateurs donc, vont présenter à tour de rôle. Entre chaque orateur, on vous propose donc, si vous le souhaitez, de poser des questions. Alors, pour éviter justement d'avoir trop de problèmes avec les micros ou autres, on vous propose de passer plutôt par le fil de discussion. Donc, vous trouvez normalement dans votre barre en haut de la page, donc vous avez ici le fil de discussion et donc vous pouvez vous poser vos questions à l'écrit. Et puis pour la discussion finale, là encore, on va essayer de privilégier les questions à l'écrit. Donc Naomi va surveiller de près ce fil de discussion et donc fera remonter les questions au fur et à mesure. Si toutefois, bon, on va voir comment un petit peu ça se passe, mais si vous avez besoin de poser une question, dans ce cas-là, vous avez la possibilité ici de lever la main et donc on vous donnera la parole donc à tour de rôle. Voilà. Et donc, juste pour rappel, donc, les deux sessions de la journée donc, seront enregistrées et à savoir que donc, elles seront disponibles au visionnage et au téléchargement dans quelques jours. Et bien entendu, les liens seront envoyés directement à l'ensemble des personnes inscrites à ce webinaire. Voilà, donc pour cette phase d'introduction, je vais passer la parole à Sébastien qui va donc vous faire une introduction, une présentation déjà du projet CARPIT et puis moi je vous retrouverai donc juste après. Et voilà, donc si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas à les présenter donc via le fil de discussion. Voilà, bon webinaire à tous.
Bonjour à tous. Donc, je vais essayer de partager mon écran. Normalement, là, c'est bon. Vous voyez mon écran? Oui, c'est parfait, merci. Donc, bonjour à tous. Merci d'assister à ce webinaire. Et donc, moi, je vais commencer la journée par vous présenter quelques diapos de contexte pour que tout le monde soit à peu près au même niveau d'information. Je vais ensuite vous présenter le projet CARPIT et enfin, je terminerai par ce qui est fait sur le terrain et notamment ce qui est fait sur notre terrain à nous, celui dont on a la charge, qui est la tourbière de la Guette. Donc d'abord quelques généralités et mises en contexte. Donc, alors les tourbières, je vais faire un rapide rappel. Les tourbières sont des zones humides dont le sol est constitué de tourbes, ou plus exactement d'histosols en termes pédologiques. Donc on considère qu'un histosol est un histosol quand au moins 40 cm de sol est composé au moins de 20% de matière organique. Donc c'est des sols qui sont très très riches en matière organique. Donc c'est vraiment le sens le plus large qu'on donne au terme de tourbe. Et les tourbières sont caractérisées par une structure particulière, ou en tout cas les tourbières acides à sphègne, puisqu'on a tout d'abord sur notre histosol, on a une strate mucinale qui est dominée par les sphègnes. Au-dessus, on a une strate herbacée, principalement dominée par des cyperacées tels que les carex, les Eriophorums et parfois des graminées. Au-dessus, on a une strate arbustive, principalement composée d'éricacées, c'est-à-dire les bruyères, et on a une strate parfois, mais pas toujours, une strate arborée, avec souvent des pins et des bouleaux. Donc ça, c'est la structure assez typique d'une tourbière, et notamment une tourbière acide à sphègne. Et ces tourbières sont caractérisées, en plus de leur structure, par un fonctionnement, et en conditions non perturbées, ces tourbières accumulent de grandes quantités de carbone. Donc ce sont des puits très efficaces de carbone pour l'atmosphère. Donc les termes puits-source correspondent à une référence qui est l'atmosphère. En conditions perturbées, les tourbières peuvent déstocker du carbone, et ça devient donc une source. Et à ce moment-là, les tourbières deviennent des fournisseurs de gaz à effet de serre à l'atmosphère. Donc c'est un peu plus délicat, puisque ça peut renforcer les changements climatiques. Le principal acteur de cette accumulation de carbone, ce sont les sphègnes. Donc les sphègnes sont des bryophytes, des mousses qui poussent en permanence par leur tête, leur capitulum. Ces plantes ont des besoins très particuliers, tels qu'un environnement humide, des conditions oligotrophes et une eau acide. Or, on s'aperçoit que quand on étudie ces plantes, elles ont des caractéristiques qui correspondent à tous ces besoins. Elles ont une grande capacité de rétention en eau, qui permet de maintenir un environnement humide. Elles sont capables de séquestrer, de garder l'azote, ce qui empêche le développement d'autres espèces et favorise l'oligotrophie du milieu. Et elles ont une grande capacité d'échange cationique, c'est-à-dire qu'elles sont capables de relarguer une grande quantité d'ions H+, qui diminue l'acidité de l'eau des tourbières. Donc ces plantes sont capables de créer des conditions qui sont favorables à leur propre développement, et donc on considère que les sphègnes sont des espèces ingénieurs. Donc ça, c'est au niveau très très local, et quand on regarde les choses à l'échelle globale, on s'aperçoit que les tourbières à sphègnes ne couvrent que 3% de la surface des continents. Par contre, quand on regarde le stock carbone des sols mondiaux, on s'aperçoit que ces tourbières à sphègnes contiennent à peu près entre un quart et un tiers du carbone des sols mondiaux. Donc ce sont vraiment des lieux très importants de stockage du carbone à l'échelle mondiale. Or, ces tourbières sont soumises à différentes perturbations, à la fois globales et locales. Au niveau global, on parle principalement des changements climatiques. On s'aperçoit que les tourbières à sphègne notamment sont situées principalement sous les hautes latitudes de l'hémisphère nord, précisément là où le GIEC prévoit une augmentation importante des températures dans le siècle qui vient. Ce qui fait que les tourbières vont subir une augmentation importante des températures. Donc, quand on augmente les températures, on augmente l'activité biologique dans le sol et, in fine, les flux de gaz à effet de serre de l'écosystème vers l'atmosphère, ce qui peut renforcer le changement climatique. Donc ça, c'est la perturbation au niveau global. On a aussi des perturbations au niveau local, comme par exemple l'extraction de tourbes, que ce soit intensive ou extensive. Et on a aussi la transformation des tourbières en système agricole.
Mais dans tous les cas, que ce soit pour l'extraction, pour la culture ou toutes les pratiques agricoles, on commence toujours par drainer les tourbières. Or, les tourbières sont des zones humides, donc si vous drainez une zone humide, vous enlevez l'eau et vous enlevez toute la fonctionnalité de ces écosystèmes particuliers. Les perturbations à la fois globales et locales induisent des changements de végétation et notamment l'augmentation des espèces dites vasculaires comme les graminées, les cyperacées et puis les éricacées, les bruyères. L'augmentation de ces espèces vasculaires au détriment des sphènes. Donc ça, on le voit aussi bien dans les tourbières sibériennes à gauche comme les tourbières de l'Europe de l'Ouest à droite, comme par exemple la guette en Sologne. Alors aujourd'hui, on va principalement vous parler de la tourbière de la Guette en Sologne, où là, on a un site qui a été drainé, enfin je vous en parlerai tout à l'heure, mais qui a été drainé à cause d'une route. Et on a une augmentation importante de la proportion en molini dans ce site, et aussi de beaucoup d'éricacées, telles que l'Erica tetralix et la Calluna vulgaris. Voilà, le constat qu'on peut faire, donc on a des tourbières qui stockent du carbone, qui sont soumises à différentes perturbations, et à partir de là, qu'est-ce qu'on peut faire? Déjà, on peut commencer par observer sur le long terme comment ces tourbières vont fonctionner, comment ces tourbières vont répondre aux changements globaux et aux perturbations locales. Donc ça, c'est quelque chose qu'on fait dans le cadre d'un projet sur le long terme qui s'appelle le Service national d'observation tourbière. Donc je vous ai mis dans le chat le lien vers le site web. Donc, ce service national d'observation tourbière, il est constitué de 4 sites en France. Un premier en Bretagne, à Landes-Marais, le deuxième en Sologne, la Guette, troisième en Franche-Comté, c'est Frasnes, et le quatrième dans les Pyrénées, il s'agit de Pernadouze. Donc, dans ce service national d'observation tourbière, on observe sur le long terme les différents bilans qu'on peut voir dans un écosystème, tels que le bilan de carbone, le bilan hydrologique et le bilan d'énergie. Donc, c'est une structure qui a été créée en 2011 et on commence à suivre les flux de carbone à partir de 2018-2019. Donc, on commence tout juste les chroniques de bilan de carbone. Et donc, c'est parti pour, on espère, au moins 20 ans d'observation. Alors, ces observations, elles consistent en la mesure d'à peu près 35 variables cibles dans différentes catégories de jeux de données, telles que les données météorologiques, des données de flux de carbone avec des stations d'écovariance, des données de flux de carbone dans l'eau avec des appareils qu'on appelle des fluorimètres, et puis pour l'hydrologie, on a des capteurs de mesure de niveau d'eau dans le sol. Et puis petit à petit, on injecte aussi des variables liées à la biologie. Et bientôt, on va essayer d'inclure aussi des variables liées à la microbiologie et la diversité microbienne. Donc ça, c'est pour la partie observation. Donc observer, c'est bien. Et agir, c'est également bien. Donc, on essaye également de réaliser des travaux de restauration dans nos sites pour essayer de faire en sorte que nos sites de tourbières déstockent le moins possible de carbone. Donc, le site dont je vais vous parler aujourd'hui, c'est la tourbière de la Guette en Sologne, qui se trouve à Neuvy-sur-Barangeon. Comme je vous l'ai dit, c'est une tourbière qui est maintenant dominée par la molinie et par les éricacées, au détriment des sphènes. Et ce, à cause d'une route qui coupe la tourbière au niveau de l'exutoire. Et au long de cette route, vous avez un fossé qui draine l'eau de la tourbière. Donc on a un niveau qui est dans le fossé beaucoup plus bas que le niveau d'eau dans la tourbière. Donc ça assèche la tourbière et on suppose que c'est ça qui favorise la domination par la molinie. Donc, en 2014, on a eu un projet région qui nous a permis de faire des travaux de restauration hydrologique à Laval, ici. Ces travaux consistaient en fait à mettre des petits barrages dans le fossé là, qui longe la route. Là. Donc on a mis des petits barrages, on a mis 8 petits barrages, qui étaient prolongés dans la tourbière par des épis en bentonite. En plus de ça, on a fait aussi des méandres autour de ces barrages, le tout pour essayer de diminuer la vitesse à laquelle l'eau sort du système. Et donc, si l'eau sort moins vite du système, elle reste plus longtemps dans la tourbière et on espère que la tourbière est un peu plus humide que si on n'avait rien fait. En plus de sur l'hydrologie, enfin de cette restauration sur l'hydrologie plutôt, on a fait en parallèle des expérimentations sur la végétation. Donc la tourbière en fait est composée de 2 sous-systèmes hydrologiques, un système hydrologique aval et un système hydrologique amont. Et dans chaque sous-système hydrologique, on a fait des stations d'expérimentation
où on a fait différents types de traitements de végétation qui consistaient à soit garder la tourbe, enfin le site tel qu'il est. Donc ça, c'est les parcelles témoins, on n'a touché à rien. On a fait aussi des parcelles où on a étrépé, c'est-à-dire qu'on a enlevé la végétation plus les quelques centimètres de tourbe. Et un troisième traitement, on a étrépé, donc pareil, on enlève la végétation et les quelques premiers centimètres de tourbe, et on rajoute des morceaux de sphène qu'on a pris sur le site, donc à peu près 2 kg de sphène humide sur l'ensemble de la placette. Et ces placettes font 2 mètres par 2 mètres, donc 4 mètres carrés. Donc c'est une expérimentation qui a commencé en janvier 2014. Donc vous avez ici les placettes ici de 2 mètres par 2 mètres et les pontons d'accès qui permettent de faire des mesures dans ces placettes sans perturber le milieu. Donc là on voit au premier plan par exemple une parcelle qui a été étrépée et on voit des Arioforums qui sont revenus dès la première année. Donc voilà à quoi ressemblent nos placettes en 2016. Donc la parcelle de témoin dominée par la Molini, la parcelle étrépée dominée par les cyperacées, dont les Arioforums, et la parcelle étrépée plus sphène, où on voit que les sphènes initiales ont commencé à se développer. Donc ça, c'était en avril 2016. Et aujourd'hui, les sphènes ont totalement recouvert l'ensemble de la parcelle de 4 mètres carrés. Donc là, vous voyez un petit rond, ça correspond en fait à des points de mesure des flux de CO2. Donc on a fait des mesures entre 2014 et 2017. Voilà, donc là vous avez les résultats. Donc c'est les bilans de dioxyde de carbone, les bilans de CO2. Donc quand c'est positif, ça veut dire que le système fonctionne en source de carbone, et quand c'est négatif, ça veut dire que le système fonctionne en puits de carbone. Donc vous avez les résultats ici du témoin, ici de la tourbe nue, et ici des parcelles sphènes. Donc on voit que les parcelles témoins déstockent beaucoup de CO2. La tourbe nue, déjà beaucoup moins, et les sphènes déstockent encore moins de CO2 que les autres parcelles. Alors, les traitements n'ont pas permis de transformer l'écosystème en puits de carbone, mais par contre, on voit qu'on a un fonctionnement, quand on met des sphènes, qui émet beaucoup moins de CO2 vers l'atmosphère. Donc, on a à peu près 500 grammes de carbone par mètre carré et par an qui est émis en moins quand on rajoute des sphènes, quand on étrèpe et qu'on rajoute des sphènes. Donc, si je ne me suis pas trompé dans mes petits calculs, ça fait à peu près 5 tonnes par hectare de carbone en moins qui va vers l'atmosphère quand on fait ce traitement d'étrépage plus sphène. Donc ça, c'était un résultat qui était assez positif, à la fois au niveau quantitatif et à la fois au niveau visuel, où la sphène domine totalement les 4 mètres carrés. Donc ça nous a encouragé à essayer de passer à une échelle plus grande, et ça s'est fait dans le cadre du projet CARPIT. Donc c'est un projet Interreg, un projet européen, où l'objectif, c'est d'arriver à promouvoir des pratiques de gestion qui favorisent le stockage du carbone dans les tourbières. Donc ça se passe dans le nord-ouest de l'Europe, parce que les projets Interreg sont divisés en fonction des régions européennes. C'est un projet qui court depuis 2019 et qui va aller jusqu'en juillet 2023, pour un budget total qui comprend à la fois les salaires des chercheurs de un peu plus de 6 millions d'euros. On a 9 partenaires en tout dans 5 pays du nord-ouest de l'Europe. Donc c'est la Belgique, les Pays-Bas, la France, l'Irlande et le Royaume-Uni. Les partenaires, on a 5 partenaires académiques, donc le CNRS, le BRGM, l'Université d'Orléans, et on est accompagné au niveau académique par l'Université de Manchester, Metropolitan University, ainsi que l'Université à Galway. Et on a différentes organisations non gouvernementales qui nous accompagnent dans ce projet. Qu'est-ce qu'on y fait exactement? Tout d'abord, on a des travaux de restauration dans chacun de ces pays qui sont très différents les uns des autres. Donc on a par exemple des ajouts de sphènes en France et en Angleterre. Vous avez en Belgique des travaux plutôt sur les activités agricoles et sur le bouchage de drains. Et en Hollande, vous avez des travaux hydrauliques qui consistent à déplacer des quantités énormes de tourbes pour remplir un plan d'eau et pour créer ainsi, à partir d'une zone totalement aquatique et une zone totalement sèche, 2 zones humides. Donc ça, voilà, c'est une grosse partie du projet qui consiste à faire des travaux de restauration un peu innovants. En parallèle, donc on a aussi une grosse partie du projet qui consiste à mettre en place des mesures de suivi des flux de carbone, donc ça principalement CO2 et CH4.
Donc c'est là où l'Université d'Orléans a beaucoup participé à la rédaction des protocoles qui ont été mis en place dans à peu près tous les sites du projet. Avec ces mesures et avec d'autres mesures qu'on aura pu récupérer dans la bibliographie, eh bien, on va faire un modèle qui sera réalisé par le BRGN. Donc ça, c'est Laurent qui va vous en parler tout à l'heure. Et à partir de ce modèle, on proposera à la fin un outil de support à la décision vers les gestionnaires. Donc normalement, si tout va bien, à la fin du projet, on pourra vous proposer un outil qui vous permettra de faire différents scénarios de restauration. Et en fonction de ces différents différents scénarios de restauration, vous pourrez savoir quel scénario permet peut-être de stocker plus de carbone qu'un autre. Donc ce sera sûrement des modèles plus relatifs qui vous donnera des tendances plus que des vrais chiffres. Mais normalement, on devrait arriver à ça. Donc ce sera un outil qui sera à votre disposition. Ensuite, il y a une partie aussi économique où des collègues, notamment les collègues en Irlande, travaillent sur des développements de modèles économiques qui vont permettre d'intégrer la restauration des tourbières dans des schémas d'économie, notamment d'économie du carbone. Et enfin, il y a toute une partie qui consiste à favoriser la formation de réseaux au niveau national et au niveau européen sur les questions de restauration des écosystèmes. Donc voilà pour le projet Carpit. Donc maintenant, je vais vous présenter un petit peu ce qui est fait dans le site français de la Tourbière de la Guette dans ce projet. Donc là, on retrouve une photo aérienne du site de la Tourbière de la Guette. Ici, au niveau de l'étoile jaune et bleue, on retrouve nos expérimentations initiales à petite échelle, 4 mètres carrés. Donc ce qu'on a décidé de faire, c'est de faire la même chose, mais en plus grand. C'est-à-dire que là, vous voyez les ronds jaunes correspondent à des zones où on a étrépé, on a enlevé la végétation plus les quelques premiers centimètres de tourbe, et on a mis des patchs de sphènes. Donc ce coup-ci, on n'a pas semé, enfin c'est pas semé, mais on n'a pas mis des sphènes partout sur toute la surface des 600 mètres carrés. On a mis des plots de sphènes, enfin des patchs de sphènes, à partir desquels on espère que petit à petit, les sphènes vont recoloniser l'ensemble de la parcelle. Donc on a 2 parcelles de 600 mètres carrés, donc ça fait un total de 1200 mètres carrés, de tourbières, on va dire, restaurées, ou en tout cas on essaye de favoriser le stockage du carbone dans ces parcelles. Alors on en a 2, en fait c'est fait principalement pour voir l'effet de l'hydrologie. Ici on a une zone qui est beaucoup plus humide, enfin qui est plus humide que celle-ci. Donc on va voir comment ce facteur teneur en eau va favoriser ou non le développement des sphènes, et donc le stockage du carbone. Les travaux ont été faits entre novembre et décembre 2020 par une entreprise de Franche-Comté qui s'appelle Jura Natura Service. Donc vous voyez ici la pelleteuse adaptée au site de Tourbière qui étrèpe la tourbe, avec ici pareil un appareil qui permet d'avoir le moins de pression possible au sol, qui permet d'évacuer la tourbe sur les côtés. Et au final, on a obtenu une parcelle de 600 mètres carrés qui ressemble à ça, où on voit ici la parcelle étrépée, dans laquelle on va installer des patchs de sphènes. Et ici, on a installé, enfin, on va garder des parcelles contrôle qui nous permettra de comparer finalement dans le temps ce qui se passe dans la parcelle restaurée. Donc voici nos patchs de sphènes. Donc voilà un exemple de patch en décembre 2020. Donc le rond ici correspond à un rond où on fait nos mesures de flux de gaz à effet de serre. Et vous avez ici, alors c'est peut-être pas le même patch, mais il ressemble de toute façon, un patch de sphènes en août 2021, où on voit qu'à la faveur d'un été plutôt humide, eh bien, les sphènes se portent plutôt bien, sont bien vertes, et on voit aussi à la faveur du battement de nappe, les sphènes qui ont tendance à s'étaler spatialement. Et on espère que petit à petit, ça va couvrir l'ensemble des 600 mètres carrés. Donc voilà à quoi ressemble la parcelle où tout est installé. Donc on a ici nos patchs de sphènes avec notre rond qui nous permet de faire nos mesures de flux de gaz à effet de serre, et puis des petits pontons amovibles qui permettent d'accéder à nos différents points de mesure. Voilà. Donc je vais en terminer là en vous donnant une information que normalement, l'année prochaine, on va organiser une nouvelle fois un atelier Carpit, mais on espère que celui-ci se fera en présentiel, et notamment en Sologne, où on pourra visiter le site pilote de Carpit. Bon, on vous redira ça plus précisément dans les mois qui viennent, mais ça se ferait probablement au mois d'octobre prochain. Voilà, merci pour votre attention, et si vous voulez avoir plus d'informations,
Là, vous avez le site internet et puis vous avez Facebook, Twitter et compagnie. Voilà, merci de votre attention. Merci Sébastien. Alors, est-ce qu'il y a des questions? J'ai relevé une question de Sylvie Desgranges qui demande comment ça se passe sur les tourbières sans sphène pour le stockage et le déstockage de carbone. Ça se passe à peu près de la même façon, c'est-à-dire qu'il y a un moment où les sorties de carbone sont supérieures aux entrées, c'est-à-dire que la respiration des micro-organismes du sol et la respiration des plantes dépassent la capacité de l'écosystème à stocker du carbone par photosynthèse. Et donc, c'est les facteurs qui favorisent cette activité microbienne du sol, c'est l'augmentation de température, ça peut être l'apport de nutriments, et surtout, dans les zones humides, c'est toujours le drainage. C'est-à-dire que dès qu'on baisse le niveau d'eau, on augmente la quantité d'oxygène qui peut arriver dans le sol, dans les pores du sol, et quand on augmente l'oxygène, on favorise tout de suite l'activité microbienne du sol. Et là, on favorise le déstockage du carbone jusqu'à ce que parfois le système devienne une source de carbone plutôt qu'un puits. Donc les processus finalement mécaniques et biologiques sont les mêmes. J'avais une petite question, Sébastien. Oui. Dans les résultats que tu as montrés, tu montrais que la tourbe nue était moins émettrice que le système initial avant étrépage, donc une tourbière à Moligny en gros. Je me demandais si vous aviez étrépé profond, si vous aviez beaucoup décaissé, et du coup cette différence, elle serait attribuable finalement au fait qu'on se rapproche de la nappe en baissant le niveau topographique avec l'étrépage, ou est-ce que vous l'expliquez par d'autres mécanismes? Alors, effectivement, quand on étrèpe, donc on est étrépé sur environ 5 à 10 cm, donc en relatif, effectivement, on augmente le niveau de la nappe. Sauf que dans nos modèles, le niveau de la nappe arrive très rarement à bien expliquer les flux de CO2. Ça peut expliquer les flux de méthane, mais les flux de CO2, c'est beaucoup moins. En plus de ça, quand tu compares après tourbe étrépée et tourbe étrépée plus sphaigne, on s'aperçoit que la tourbe avec la sphaigne stocke plus de carbone que la tourbe étrépée. Donc ça résout pas le problème avec le contrôle comme tu me dis, mais je pense que effectivement le niveau de nappe peut jouer un rôle, mais on l'a pas vu explicitement. Ok. J'aurais peut-être une hypothèse comme ça. Mais... La Moligny, elle est connue pour provoquer des variations de nappe journalières assez importantes. Et j'avais lu aussi dans la littérature que plus que le niveau absolu de la nappe, c'était la battance et la variation qui étaient importantes aussi pour expliquer les flux de gaz. Et du coup, je me disais que là, finalement, peut-être qu'une tourbe nue et trépée présentait un niveau de nappe un peu plus stable qu'avec une végétation une molinière en surface. Je sais pas. Alors, si ce sera peut-être possible dans les nouvelles parcelles parce qu'elles sont grandes, mais dans nos petites parcelles, je pense que c'était trop petit pour que l'absence de Moligny puisse avoir un effet sur le niveau de nappe. C'est-à-dire que ça s'équilibre assez rapidement, je pense. D'accord. Mais peut-être. Merci. Autre question de Katia Ducroix, d'où venaient les sphènes replantées? Elles venaient du site même. C'est-à-dire que dans certains, par exemple en Angleterre, ils ont une compagnie qui fabrique pas, mais qui font pousser des sphènes. Et donc ils achètent les morceaux de sphènes exogènes, on va dire, et qu'ils implantent dans leur site. Mais nous, à la Tourbière de la Guette, on a toujours pris des sphènes du site même. C'est-à-dire qu'on a essayé de récolter de manière extensive nos sphènes dans des endroits où il en reste encore beaucoup, pour les replanter là où il n'y en a plus. Nouvelle question de Solène Sacré du Seine-Pays de la Loire. L'alimentation hydrologique de la tourbière de la Guette a-t-elle été étudiée et comment a-t-elle guidé les travaux réalisés? Alors oui, on suit l'hydrologie depuis 2008. C'est-à-dire que depuis 2008, on a installé des piézos. On a maintenant des pluviomètres, on a des capteurs aussi à l'exutoire de la tourbière qui permettent d'avoir les débits à l'exutoire. Donc l'hydrologie, c'est quelque chose qu'on connaît bien.
et qu'effectivement, on s'aperçoit que la tourbière de la Guette a tendance à perdre pas mal d'eau. Par contre, on n'a pas encore réussi à montrer de manière explicite l'effet des travaux sur cette hydrologie. Ça a été compliqué par notamment des années qui ont été un peu extrêmes dans un sens et dans l'autre, que ce soit la sécheresse ou dans les événements de pluie extrêmes. Donc on est encore un petit peu dans le flou en termes d'hydrologie, enfin d'effet des travaux sur l'hydrologie. Mais oui, l'hydrologie, c'est quelque chose qu'on suit depuis le début. Dès qu'on a commencé à s'intéresser à la tourbière, on a commencé par regarder les variables hydrologiques. Donc on a notamment des publications sur l'hydrologie de la tourbière et sa modélisation. Il y a pas mal d'autres questions là, mais l'heure tourne. Donc je vous propose de toute façon, on enregistrera ces questions qui sont posées dans le chat et on y répondra a posteriori. Et puis je propose à Laurent de passer à sa présentation, si ça vous va, comme ça on essaie de tenir le timing. Merci Grégory. En effet, le temps passe vite. Alors, je vais vous présenter.